Est-ce que vous êtes intéressé par le... Je ne sais pas encore, je suis en réflexion là, on va dire. C'est la France Insoumise qui est dans la place. Bravo. Approchez pour parler du programme. J'aimerais qu'on nous entende jusqu'au métro pour que les gens viennent s'installer à l'ombre et écouter l'avenir en commun et faire leurs interventions. Vous n'avez pas voté Mélenchon, donc? Aussi au premier tour. Ah, d'accord. Ah bon, bah donc quand même. Allô. Vous êtes intéressé? Je l'ai fait parce que... Et c'est la France Insoumise qui est à Belleville aujourd'hui. Daniel Simonet. On a aussi des suppléants avec nous. Et nous, à la France Insoumise, on considère que c'est important aussi de mettre en scène des binômes et de montrer que ces campagnes-là, elles sont collectives. Alors, je me permets de présenter mon suppléant que je connais bien, Stéphane Fernandez. Je lui laisse la parole pour qu'il se présente. Je suis donc syndicaliste Air France, PNC depuis de nombreuses années. Et donc je me présente avec Sarah en tant que suppléant pour la France Insoumise dans Paris 19e, 6e circo. Merci. Et il dit PNC, ça veut dire personnel navigant commercial. J'ai appris ça. En anglais, on dit steward. Et alors, elle n'arrête pas de militer. Ma suppléante Sophie de la Rochefoucauld est en train de se battre avec le rouleau de scotch là-bas. Elle court. C'est une comédienne féministe engagée. Bonjour, donc je suis Sophie de la Rochefoucauld, je suis la suppléante de Daniel Simonet. Ça fait des années qu'on milite ensemble. J'étais déjà là au régional en 2010. On s'est quasiment plus quitté depuis. J'ai fait la campagne des municipales avec elle aussi sur sa liste, où elle a gagné parce qu'elle est toute seule à la mairie de Paris. Et elle mène des combats incroyables pour nous. Oui, je crois que vraiment on peut l'applaudir. Hein. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais là... Ah, ça marche plus ici. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là c'est sorti dans la presse. Hein. Il n'y aura pas de sable de chez Lafarge. Grâce à Daniel, vraiment, elle a porté ce combat et elle l'a gagné. Vous savez qu'ici c'est la circonscription de monsieur Jean-Christophe Cambadélis. Vous connaissez Jean-Christophe Cambadélis? C'est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Hein? C'est celui donc qui est co-responsable de toute cette politique qui a à la fois cassé nos droits à travers la loi travail, qui a méprisé notre souveraineté à travers le traité TSCG que Hollande promettait de renégocier, qu'il n'a pas renégocié. C'est lui qui est co-responsable des coups de 49-3 contre l'intérêt du peuple et de la politique anti-écologique qui a été menée. Et vous avez aussi ici un ministre de En Marche. Alors, je vais laisser Sarah en parler parce que c'est elle qui en parle le mieux, mais que ce soit ce candidat de En Marche, que ce soit Jean-Christophe Cambadélis, ces gens-là ne défendent pas l'intérêt général. Ces gens-là, je suis persuadée que le 11 et 18 juin prochain, on peut se donner les moyens de les balayer et de faire élire une vraie députée qui siégera à l'Assemblée nationale. Contrairement à Mounir Majoubi, ministre d'Édouard Philippe, hein, moi j'ai pas forcément, voilà, je n'ai pas forcément mon portrait dans les inrocs, donc les gens me demandent qui je suis. Alors voilà qui je suis, j'ai 31 ans, je suis enseignante, je suis prof de français dans un lycée en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois. Alors ça me vaut des attaques en parachutage. Je précise que comme en fait tous les jeunes enseignants en fonction publique à Paris, eh bien, on habite à Paris et on travaille en Seine-Saint-Denis ou en région parisienne, voilà. Donc évidemment, j'habite à Paris, je suis enseignante à Aulnay-sous-Bois et je suis engagée dans le 19e arrondissement, dans l'élu du 19e arrondissement. Par exemple, La Poste, vous avez dû entendre parler d'un de ces nombreux bureaux de poste qui ferment, et notamment dans le 19e, la Poste Curial. Bon, c'est un exemple parmi d'autres de combats dans lesquels je suis. Alors, oui, effectivement, dans la circonscription, il y a un enjeu de taille, parce qu'il y a Mounir Majoubi, qui est ministre du gouvernement Édouard Philippe Ier, comme tu dis, et qui a jugé utile de faire venir ce Premier ministre, Édouard Philippe, dans le 19e arrondissement. Moi, je pense qu'il a fait une grosse erreur en faisant ça. Parce que quand je parle avec la population du 19e arrondissement, je ne vois personne qui soit partisan de la casse du Code du travail. Je ne vois personne qui se reconnaisse dans ce Premier ministre qui est un Premier ministre des lobbies du nucléaire, d'Areva. Un gouvernement qui n'a même plus de ministère de la jeunesse, qui n'a même plus de ministère du logement, et qui par contre a pour Premier ministre un lobbyiste d'Areva, a pour ministre de l'économie rien de moins que celui qui proposait les pires coupes budgétaires
et la pire casse de la fonction publique, je pense qu'ils ne s'y retrouveront pas. Et je pense qu'ils ne se retrouveront pas dans le candidat de ce gouvernement-là. Quand je dis que je porterai une loi pour la sortie du nucléaire, je la porterai cette loi et j'irai pas me planquer. Une loi pour que les étrangers aient le droit de vote, j'irai pas me planquer, je la porterai. Même s'il faut faire face au Front National, parce que oui, quand on porte une loi pour que les étrangers aient le droit de vote, on fait face au Front National et c'est une des meilleures façons de le combattre d'ailleurs. Et évidemment, quand je m'engage à ne pas poursuivre cette casse du Code du travail et à revenir sur les lois qui l'ont cassé, notamment la loi El Khomri, eh bien, je m'y engage et mon premier acte de député, ce sera de dire non, je refuse les ordonnances, je refuse que le gouvernement fasse les lois à la place du peuple. Nous nous sommes engagés à défendre le programme L'Avenir en commun qui a fait 7 millions de voix, qui était à 600 000 voix, eh bien, de permettre la qualification de Jean-Luc Mélenchon, qui aurait empêché la qualification de Marine Le Pen. Vous qui êtes préoccupés de cette question d'émancipation et d'égalité par l'école, vous ne vous retrouverez pas dans le projet du ministre de l'Éducation nationale. Ce ministre-là, donc M. Blanquer, il faut savoir que c'est un homme qui incarne la vision de l'école-entreprise, hein, qui depuis déjà plusieurs années, qui déjà sous Nicolas Sarkozy, il a entériné toutes les suppressions de postes qui ont été supprimées et qui n'ont pas été restaurées, contrairement à ce qui avait été promis par François Hollande. C'est aussi quelqu'un qui porte une vision de l'école à laquelle je m'oppose totalement pour des raisons de laïcité. Parce que quand on parle de laïcité, souvent on ne pense qu'à la religion. Mais la laïcité, c'est aussi tenir l'école à l'abri des intérêts privés. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de partenariats très dangereux entre l'éducation nationale et des grands groupes, des entreprises, des grandes entreprises. Moi, je ne suis pas d'accord pour porter la question de l'égalité entre les garçons et les filles à l'école, ce soit la Fondation Orange ou la Fondation L'Oréal qui viennent expliquer ça aux petites filles à l'école qu'elles pourront devenir managers chez Orange ou chez L'Oréal. Je préfère que ce soit des universitaires qui travaillent sur l'égalité entre hommes et femmes qui viennent en parler aux élèves. Je trouve que c'est plus pertinent. Il y a des accords entre l'éducation nationale et Microsoft. Ça produit quoi? Ça veut dire qu'on dit qu'on éduque les élèves et qu'on les émancipe en leur apprenant le numérique, mais en fait ils vont être obligés d'avoir recours à certains outils et pas d'autres, puisqu'ils auront été formés à des outils qui sont des outils qui ont évidemment des marchés juteux derrière eux, hein, Microsoft en l'occurrence. Alors ce monsieur-là, il cumule, parce qu'à la fois, il est le tenant de cette école très libérale, de cette école entreprise, c'est cette école qui augmente les inégalités parce que chaque école devrait avoir son propre projet, ce qui fait que selon l'endroit où vous êtes né, vous n'avez pas accès aux mêmes choses. Mais il est aussi très proche d'un certain nombre de réseaux que moi je combats, qui sont des réseaux qui ont une vision réactionnaire de l'école et qui justement ne sont pas particulièrement partisans, par exemple, de développer l'idée d'égalité hommes-femmes à l'école, etc. Qui sont les réseaux SOS Éducation, qui à mon avis véhiculent une image de l'école, une vision de la mission de l'école, qui n'est pas du tout une vision émancipatrice et qui est bien plutôt une vision réactionnaire. Merci beaucoup Sarah et Daniel pour cette invitation. Donc effectivement, comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de contribuer au livret sur les politiques d'emploi de la France insoumise. Et donc, une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui, c'est bien sûr pour défendre ce livret et pour défendre le travail collectif qui a été produit afin de comprendre ce qui se passe sur le front de l'emploi et afin d'agir à ce propos. Et deuxième raison, bien évidemment, c'est que je suis ici à côté de deux candidates qui sont à peu près les seules dont on est sûr, quoi qu'il se passe, qu'elles ne finiront pas dans le groupe parlementaire d'Emmanuel Macron. C'est quand même déjà un grand acquis. Il y a chaque jour qui s'est écoulé depuis le début du quinquennat de François Hollande est un jour durant lequel 760 personnes ont pointé le soir en plus à Pôle emploi. Et face à cette situation absolument dramatique du pays, vous avez beaucoup de grands esprits qui vous inventent des théories absolument fumeuses et grotesques pour expliquer ça et pour essayer de vous vendre leur camelote qui a au moins 50 ans, voire qui est parfois du siècle dernier, puisque c'est quand même plutôt ça l'actualité idéologique du gouvernement Philippe. Donc ils essayent de vous vendre des vieilles recettes qui ont plus d'un siècle. La première, qui est on va dire la plus ridicule, c'est celle qui consiste à vous expliquer que le problème du chômage en France, finalement, ce serait un problème avant tout du comportement des chômeurs, parce que du boulot, il y en aurait, et du coup,
l'enjeu de tout cela, ce serait de contraindre, ou en tout cas de convaincre les chômeurs d'aller accepter des offres auxquelles ils se refusent. Or, c'est un discours qui ne résiste pas une seule seconde à la réalité des faits. L'année dernière, on va prendre des chiffres tout à fait récents, l'année dernière, il y a eu en France 21 000 emplois qui n'ont pas trouvé preneur dans le pays. 21 000. À côté de ça, vous aviez à peu près 7 millions de demandeurs d'emploi. Ce qui veut dire que même si vous rétablissez le travail forcé, vous n'arrivez à faire revenir à l'emploi qu'un chômeur sur 300. Vers 1974, lorsque vous étiez licencié économique en France, vous touchiez plus d'argent par l'allocation chômage que votre dernier salaire. Et pourtant, on n'a pas eu des espèces de centaines de milliers de personnes qui ont déferlé à la NPE pour demander à être licencié économique. Le chômage, c'est avant tout une question de dignité, bien sûr. Vous avez des millions de gens qui veulent pouvoir travailler, qui veulent pouvoir exercer les qualifications qu'ils ont. Et par ailleurs, le chômage, c'est une question aussi de santé publique. Tous les mois, c'est 45 000 personnes qui sont radiées de Pôle emploi. Radiées, ça veut dire qu'on leur coupe les allocations. Et on est en France un pays tout à fait exceptionnel par rapport au reste de l'Europe à ce titre-là, puisque on est le seul pays qui châtie le plus durement les chômeurs qui ont le tort d'oublier un entretien. On est le seul pays d'Europe qui estime que la pire chose qu'un chômeur puisse faire, c'est oublier un entretien. Et si vous oubliez, ça veut dire aussi arriver en retard de plus de 10 minutes. Vous arrivez 11 minutes de retard, et bien là, on vous coupe pour 2 mois les allocations chômage. Sauf à faire appel. Voilà, on est le seul pays en Europe qui fait ça. Même les pays les plus durs, comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, ils ne font pas ce type de politique. Ils n'estiment pas que la pire chose du monde, c'est d'avoir raté son bus. Parce que concrètement, c'est à ça que ça revient. J'ai vécu en fait une liquidation judiciaire au sein d'une clinique, donc un établissement du privé, donc en tant que salarié du privé. Et j'aimerais vous décrire un petit peu, parce que j'étais à la fois dans le CHSCT et dans le CE de mon établissement. Donc je suis vraiment très au fait, si vous voulez, de l'avancée de la situation de la clinique, ce qui s'est passé jusqu'à sa fermeture. Et ce que j'aimerais vous expliquer, en fait, c'est que déjà en 2012, les salariés avaient très peu de marge, finalement, pour pouvoir se battre face au capital et face à la loi, l'état dans laquelle elle était. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était dans un établissement qui était viable, c'est-à-dire une clinique avec une offre de santé valable, pour un quartier. En l'occurrence, Madame Simonet s'était occupée de défendre notre cause à ce moment-là, puisqu'en 2012, on s'était un petit peu tourné vers elle. Un établissement, donc une clinique qui s'est trouvée déficitaire. Elle s'est trouvée déficitaire non pas par son activité, mais par le fait que les gens qui étaient à sa tête, le groupe qui s'est constitué pour l'acquérir à un instant T, était incompétent en termes de financement. Nous, en tant que représentants du personnel, délégués des salariés, etc., on a fait une expertise comptable. C'est-à-dire que quand on lance une procédure comme ça sert à quoi, même si une liquidation judiciaire devient effective? C'est d'essayer d'obtenir un maximum de droits pour des salariés qui vont être licenciés. Donc nous, l'expertise comptable, on l'a lancée en fait 2 ans avant que l'établissement se retrouve dans le mur. Donc ça, c'est important de le dire, parce qu'on était quand même des délégués très au fait de ces questions-là, on ne comptait pas notre temps, et vraiment on s'est investi dans ce combat. Ce qu'il y a à retenir dans cette histoire-là, c'est qu'encore une fois, on a été dirigé par une direction incompétente, c'est-à-dire sans donner de nom, c'est pas important, mais le groupe qui s'est constitué pour faire l'acquisition de la clinique dans les dernières années venait de l'immobilier. Donc ils se sont constitués en société pour acquérir la clinique, donc, qui faisait, enfin un groupe en fait, donc ils ont acquis 2 cliniques au sein de l'arrondissement, le CMC de Vinci dont je faisais partie et la clinique du Mont-Louis qui se trouve un petit peu plus loin. Au moment de la liquidation judiciaire, la société s'est dissoute, c'est-à-dire qu'on n'avait absolument aucun moyen pour les attaquer, si ce n'est à titre individuel, et quand on se lance là-dessus, c'est une procédure qui peut durer 10 ans, 15 ans, et on n'est pas du tout sûr d'obtenir gain de cause, première chose. Deuxièmement, quand il y a une liquidation judiciaire et qu'un établissement comme ça se retrouve avec des dettes massives, les impayés, c'est le tribunal du commerce qui s'en occupe. Et le tribunal du commerce, c'est vos impôts, c'est les miennes. Donc ça, c'était l'état des lieux en 2012. Et quand on entend parler de la loi El Khomri, quand on entend parler de ces futurs accords d'entreprise qui vont se supplanter aux accords de branche, etc., c'est évident que ça ne va pas du tout dans le sens de la protection des salariés. Dans les propositions des Insoumis, il y a quand même une des propositions par rapport à ce que je viens de vous décrire, c'est de donner plus de pouvoir aux salariés pour ce qui est de la gestion de l'entreprise. C'est soit on est vraiment sur la logique collective du travail et de la dynamique bonne pour tout le monde, ou on donne tout le pouvoir au patron et au capital. Donc
Voilà, nous on a vraiment vécu une injustice totale. Je voudrais rajouter à ça, ce qui s'est passé, ça c'est gros comme une montagne. Le type qui a été mandaté pour organiser la liquidation judiciaire de notre établissement, c'est celui qui s'est retrouvé à la tête de l'autre établissement après la reprise. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait 2 repreneurs. Donc on a étudié les dossiers, la viabilité, etc., des propositions. Et le liquidateur judiciaire a tout fait pour accélérer la fermeture de l'établissement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a repris l'autre clinique et qu'en plus, il a vidé la clinique dont je faisais partie d'une partie des praticiens et tout, mais en toute légalité. C'est-à-dire que là, quand on parle de conflit d'intérêts, je peux aussi en parler quelques instants, quoi. Donc ça, c'était le code du travail, et on subissait le code du travail en 2012. Donc c'était avant même que la loi El Khomri soit prévue au programme, etc. Donc inutile de détailler dans quel sens on est en train d'aller, quoi. Donc il faut bouger pour les insoumis, pour essayer de pallier à cette situation, entre autres sur ce point-là. Voilà. Merci. Et juste pour rappel...